Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors exceptionnellement, parce que tu as eu de l'activité sur le front, humanitaire essentiellement d'ailleurs, l'enregistrement de ce SITREP se fait, le SITREP numéro 144 se fait ce 9 juin, ce dimanche 9 juin, Ouais. donc au lieu du samedi. Alors pour faire un bilan finalement, pour parler d'un bilan plutôt qui est mauvais, vraiment mauvais, qui s'aggrave et qui laisse entrevoir je dirais, des suites inquiétantes, malgré le fait que le président ukrainien ait changé de tête. Hein, en tout cas. Ouais, mais c'est un peu ce que je craignais. Puisque du 1er au 7 juin 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 118 reprises, donc on a beaucoup plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 390 obus de mortier de 120 et 90 mm, donc là aussi on est en hausse, en très large hausse, mais aussi 2 missiles anti-chars philo-guidés, et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à 1800 munitions, donc... on n'arrête plus l'escalade. C'est violent. Ouais. C'est des tirs qui ont touché 19 localités de la République. Et donc, exceptionnellement, je vais avoir des tirs non pas sur les dernières 24 heures, mais sur les dernières 48 heures, puisque je féliciterai pas un jour plus tard. Donc là, en 48 heures, on a eu 50 violations et 626 munitions. On se rapproche tout doucement des records de violation de cessez-le-feu par jour. Ouais, là, ça devient vraiment super mauvais. Et alors, surtout, dans les dernières 48 heures, on a eu quand même, sur ces 626 munitions, 80 obus d'artillerie de 122. Dont une part, et il y a eu de nouveau des tirs d'artillerie de 122 ce soir. J'avais été dans le sud voir comment était la situation à Versakhanka, c'était relativement calme. Et en fait, une fois qu'on est parti, de 2 heures après qu'on soit parti, j'ai appris que ils avaient tiré l'artillerie de 122, non loin de là où on était, quoi. Donc là, c'est de la folie, quoi. Et ils tirent sur des zones civiles avec ça. Je vais en reparler. Durant les dernières 48 heures, ils ont aussi tiré 8 obus de chars d'assaut et 197 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc c'est un beau bilan pour 48 heures. Là, on part pas vers des diminutions. Plus ça va, plus les calibres augmentent et les destructions et les victimes aussi. Puisque les tirs de la semaine ont tué 3 soldats de la RPD, en ont blessé 1, 4 civils ont été blessés durant la semaine, plus 3 autres durant les dernières 48 heures. Donc on a fait autant de civils blessés en 2 jours que durant le reste de la semaine. On a eu 23 habitations endommagées cette semaine, plus 30 suite aux tirs des dernières 48 heures. Ouais. Les tirs de réponse de la RPD ont fait 7 morts et 22 blessés parmi les soldats ukrainiens. Et bien entendu, la zone de la station de pompage de Vassilevka et celle de la station d'épuration de Donetsk ont aussi été prises pour cible. Je vais revenir dessus. Côté OSCE, alors l'OSCE a détecté l'absence de 65 pièces d'équipement lourd des zones de stockage où elles devraient se trouver côté ukrainien. Et je rappelle que la liste n'est pas exhaustive. On va le voir un petit peu après, puisqu'ils ont détecté l'absence de 9 obusiers automoteurs AK-7 152 mm, 23 obusiers tractés D20 de 152 mm, 15 canons tractés Jetsin B de 152 mm, 12 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 6 canons anti-chars Rapira de 100 mm et 10 chars d'assaut T72. Mais comme on le voit, l'artillerie de 122 n'est pas marquée absente. Or, elle est bien sortie puisqu'elle a été utilisée. Voilà. Donc, et en plus, l'OSCE a enregistré à 2 reprises des systèmes Streladis ukrainiens près d'infrastructures civiles. Ça aussi c'est important et j'expliquerai après pourquoi. Ils ont détecté des systèmes Streladis une fois à moins de 80 mètres d'une école qui fonctionne. Je veux dire, c'est pas une école abandonnée, non, un Tarasovka. Donc c'est là ça va pas du tout, quoi. C'est top délire méga groove, quoi. Puisque des systèmes de défense antiaérien foutent à moins de 80 mètres d'une école qui accueille des élèves. C'est sans doute pour les utiliser comme bouclier humain. Et d'ailleurs, je crois que tu vas parler de ça plus tard dans le site. Et la deuxième fois, ils les ont trouvés à moins de 50 mètres d'habitation à Tchernenko. Donc ça, je vais revenir dessus. Parce que le foutage de gueule, ça va 5 minutes. Ouais. En
tout cas, comme je le disais, donc la situation se dégrade de plus en plus en RPD, en RPL aussi, où l'armée ukrainienne continue jour après jour de viser les civils et les infrastructures vitales. Ainsi, samedi dernier à 19h10, donc après qu'on ait tourné le site rep, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur le village de Leninskoye dans le sud de l'RPD avec des obus de mortier de 82 mm et des lance-roquettes anti-chars. 2 des obus ont touché une maison civile, blessé les 2 occupants, un homme et son épouse. La femme n'a été que légèrement blessée, elle a juste eu une commotion, elle a refusé l'hospitalisation. Par contre, son mari, lui, a dû être emmené à l'hôpital central de Novoazovsk parce qu'il a eu un traumatisme consécutif à l'explosion, de multiples blessures, et entre autres des blessures pénétrantes des organes internes, entre autres le foie et les intestins à cause des shrapnels qu'il a reçus. Il a été placé en soins intensifs. La représentation de la RPD au sein du CCCC a déterminé que le tir venait de Lebedinskoye, où est stationnée l'armée ukrainienne. Donc on montrera une petite carte qui montre la direction des tirs. Donc bon, il n'y a pas trop photo d'où ça vient. Interviewée par le service de presse de la milice populaire de la RPD, l'épouse de ce monsieur ne s'est pas lassée de remercier Zelensky, c'est très ironique. Elle a rappelé d'ailleurs que comme Poroshenko avant d'être élu, il avait promis la paix, mais qu'en fait il n'apporte que la guerre. Bon, ça je pense que personne ne peut le dire mieux que les civils qui subissent. C'est clair. Et puis là, les illusions qui restent sont peau de chagrin. Elles sont parties en fumée. Ouais. Elles partent en fumée avec les maisons. Le même jour, à 19h30, l'armée ukrainienne a tiré sur Kominternovo, donc c'est un petit village voisin de Leninskoye, blessant une autre civile, une femme de 63 ans. Elle a été blessée dans le dos. Le dimanche 2 juin, c'est sur le poste de douane de Krasny Partizan que l'armée ukrainienne a tiré avec des missiles anti-chars. Donc là, on montrera des petites photos du CCCC et puis du reste du missile, et puis une jolie petite carte qui montre d'où ça vient. Ouais, bon, ça venait de Vertoretskoye, qui est un endroit où est stationnée l'armée ukrainienne. Oh, comme c'est bizarre. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de victimes ce coup-là. Heureusement, parce que Krasny Partizan, c'est quand même bien habité et bien actif comme village, et ils sont régulièrement bombardés. C'est l'endroit où on a été aider une école à plusieurs reprises, qui a été régulièrement bombardée, qui avait été complètement détruite en 2014-2015. Enfin, il y avait des trous géants dans le toit, enfin, les trucs... l'école prenait la flotte, quoi. Les gens ont tout réparé par eux-mêmes. Donc là, il y a une poste de douane. Ça rime à quoi? C'est clair, oui. Tu comprends pas, quoi. Le 2 juin, toujours à 18h37, l'armée ukrainienne a cette fois ouvert le feu sur la localité de Dokuchaïevsk avec des véhicules de combat d'infanterie, endommageant 2 appartements. Et donc dimanche dernier, ils ont terminé par des tirs de mortier depuis le village de Mayorsk, qui est sous contrôle ukrainien, vers le côté qui est chez nous, en endommageant une caisse de vente de billets située sur le point de passage de la ligne de front de Mayorsk. Là aussi, heureusement, sans faire de victimes civiles. Mais c'était quoi l'objectif, en fait? On comprend pas bien. C'est la boule de gomme. Ouais. Et le 3 juin au matin, c'est sur les infrastructures vitales de la République que l'armée ukrainienne s'est acharnée. Dès 5h25 du matin, ils ont pris pour cible le Yassino-Vataya à coups d'obus de mortier de 120 mm. Et puis à 9h20, le bus qui devait ramener justement vers Yassino-Vataya l'équipe de nuit de la station d'épuration de Donetsk s'est retrouvé bien sûr pris sous les tirs alors qu'il était sur l'autoroute N20. Le chauffeur de bus, c'est un bon, parce qu'il a réussi à sortir rapidement de la zone de tir et personne n'a été blessé. Moi je dis, il mérite une médaille, le chauffeur. À force d'être bombardés, ils finissent par développer un instinct de survie déjà, et puis des réflexes. C'est impressionnant, parce que ça fait déjà plusieurs fois, ça fait déjà la 2e fois que en 2 semaines le bus est bombardé, quoi. Enfin, je veux dire, je rappelle que c'est ces gens-là qui permettent à toute la zone, et y compris toute la zone sous contrôle ukrainien, d'avoir de l'eau potable. Voilà. Ensuite, ça a été donc la station de pompage de Vassilievka, comme je disais plus tôt, qui elle aussi a été visée dimanche dernier. Donc, elle s'est retrouvée sous les tirs d'obus de mortier de 82 mm à 9h55 du matin. Commence fort. Le personnel s'est réfugié dans les abris anti-bombardement. Il n'y a pas eu de victimes, fort heureusement. Et ils avaient terminé le dimanche en début d'après-midi en tirant un coup de lance-roquette anti-char sur le village de Spartak pendant des réparations.
Là aussi, heureusement, sans faire de victimes, mais bon, ils ont dû interrompre les réparations. Je rappelle, c'est un village qui vit sans électricité, sans gaz et sans eau courante. Hein. Et il y a encore des gens qui vivent là-bas dans les caves. Ce serait peut-être bien que vous laissiez ce village tranquille. Ils vous ont rien fait, les gens qui sont là-bas. Ouais, enfin, et puis, on a continué le reste de la semaine sur Valençay. Parce que ça, donc, c'était le week-end dernier. Hein. Et puis lundi, et puis on a continué. Hein, puisque le 4 juin au matin, c'était l'Aïd, la fin du Ramadan. Et qu'est-ce qu'ils ont rien trouvé de mieux à foutre? L'armée ukrainienne a ouvert le feu à coups de mortier de 82 mm sur une des mosquées de Donetsk, celle qui est près de l'aéroport, alors que les fidèles se rassemblaient pour fêter l'Aïd el-Fitr. Il n'y a pas à dire, c'est classe. Non, crime de guerre level premium, quoi, tu vois, c'est... Et là encore, on peut dire qu'il y a eu le miracle, puisque... parce que les tirs ont endommagé la mosquée, mais heureusement, on n'a pas fait de victimes. Là, franchement, c'est incroyable. Ça s'est joué à 1 heure de temps, quoi. Ça s'est joué à 1 heure de temps. Il faut savoir que le Donetsk compte plusieurs mosquées, hein, dont une qui est tout près de la ligne de front. Elle est effectivement... elle a été bombardée en 2014 pendant la bataille de l'aéroport, mais enfin, depuis, elle était relativement tranquille. Il la bombardait pas, donc depuis un bon moment. Donc, les gens s'y sont rendus sans avoir peur, quoi. Et en fait, à 7h40, alors qu'ils commençaient à se rassembler dans la mosquée, donc les festivités, enfin la prière et puis tout ça devait commencer à 8h30, quoi. Donc 7h40, les gens commencent à arriver. Et là, l'armée ukrainienne a tiré 9 obus de mortier de 82 mm sur le quartier, dont 4 sur la mosquée et juste à côté. Ouais. Ils ne peuvent pas dire que c'était une erreur de tir ou ils savent très bien où ils tirent. Hein. Non, parce que la mosquée n'est pas à côté de position. Et non, il y avait pas d'équipement militaire, pas de soldats, pas de position de tir depuis... Non. Alors, je vais expliquer pourquoi j'insiste sur ce point-là, parce qu'il est très important. Les obus ont endommagé le dôme de la mosquée, donc on montrera une petite photo, donc j'ai pris depuis en bas comme j'ai pu. Les murs à l'arrière du bâtiment, mais heureusement, on n'a pas fait de victimes parmi les fidèles, ils se sont réfugiés dans le sous-sol avant d'être évacués. Comme nous l'a déclaré le président de la communauté musulmane, Rachid Braguin, il y avait même des enfants sur place au moment du bombardement. En plus, c'était un jour saint. Donc là, lui, il était vraiment révolté. Il n'a pas eu de mot assez dur pour les soldats ukrainiens. Il a dit pour lui, c'est pas des êtres humains. Il dit il y avait des enfants. Il a dit bon, heureusement, on a eu le temps de les évacuer. Il dit que la mosquée a un peu souffert, mais il dit ces gens inhumains ont perfidement bombardé la mosquée lors d'un jour saint. Il dit, ils seront punis par le Tout-Puissant parce qu'ils ont tiré sur des gosses. Il dit, je suis certain qu'ils savaient quand ils tiraient qu'à ce moment-là, il y aurait des enfants et d'autres personnes sur le territoire de la mosquée. Et bombarder quand on sait qu'il y a des enfants est le plus grand des péchés, et ce dans toutes les religions. Je ne peux que le rejoindre. Ah oui, complètement. Voilà. Et donc, comme l'a dit M. Braguin, si ça avait eu lieu 1 heure plus tard, là, ça aurait été la boucherie. Parce que il m'a expliqué qu'en fait, quand la mosquée est pleine, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui sont obligés de prier dehors sur le territoire de la mosquée. C'est souvent le cas, même en France. Hein. Il y a des gens qui prient en dehors des ouais, mais enfin bon, là, ils locaux. prient pas dans la rue. Il y a quand même un territoire assez vaste, hein, si vous regardez sur la vidéo. Donc les gens prient pas dans la rue, hein, ils gênent pas la circulation. Mais il arrive qu'ils prient effectivement sur le territoire de la mosquée, donc autour du bâtiment. Et là, ça aurait été un bain de sang. Là, les trucs qui ont pété sur le niveau du dôme, s'il y avait eu des gens... Oui, les dégâts sont quand même si on les voit de loin, on peut imaginer le désastre en cas de... Et puis, donc ce tir, d'après la représentation de l'RPD au sein du CCCC, il venait de Pesky. Je mettrai une petite carte. Comme par hasard, un endroit où est stationnée l'armée ukrainienne. Je vais revenir justement sur ce truc-là après, à propos des tentatives de disculpation made in Kiev. Vous allez voir, c'est pathétique. Et ce qui confirme que les soldats ukrainiens savaient sur quoi ils tiraient. C'est déjà le choix du jour. Parce que tirer sur une mosquée le jour de l'Aïd, vous n'allez pas me faire croire que vous avez fait ça au pif. C'est pas comme s'ils avaient tiré un autre jour. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas tiré depuis des années.
Et voilà, ça fait des années qu'ils ont pu tirer sur cette mosquée. Donc, je veux dire, et puis bon, je veux dire, en Ukraine comme partout dans le monde, je veux dire, c'est assez médiatisé le jour de la fin du Ramadan, parce qu'il y a des musulmans en Ukraine, oui, il y a entre autres les Tatars de Crimée, ceux qui sont partis se réfugier à Kiev, les terroristes des Mejlis, des Tatars de Crimée. Ils ont quand même tout un petit paquet d'islamistes dans leurs bataillons spéciaux là. Les Daesh, les Cheikh al-Mansour et autres Tchétchènes qui avaient déjà fait la guerre de Tchétchénie contre la Russie et qui sont allés après se former chez Daesh, je rappelle. Donc ils ont quand même des musulmans, je veux dire, chez eux. Donc je veux dire, la date de la fête de l'Aïd, c'est connu autant en Ukraine qu'en France ou en Russie. Donc voilà. Et ce qui est venu confirmer en plus tout ça, c'est que le même jour, la milice populaire de l'RPD a abattu un drone ukrainien qui portait une charge explosive alors qu'il se dirigeait vers une zone du district de Kirovski où il y avait là aussi des festivités, des prières qui devaient avoir lieu pour l'Aïd. Ça rappelle aussi le même jour, un bombardement et un drone chargé d'explosifs visant la même communauté. Si vous arrivez à me faire croire que c'est une coïncidence, je vais vous demander si vous croyez encore au Père Noël. Statistiquement, ça c'est clair. Là, il n'y a pas photo, ça peut pas être le hasard. Non, voilà. Alors, rayon crime de guerre, je vous dis, on est au niveau level premium, quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a suscité ni indignation, ni déclaration outragée de la part de Paris et Berlin. Là, la violation des accords de Minsk, on n'a rien vu. C'est quand même énorme. C'est digne des pires groupes terroristes, un machin pareil, parce que c'est pas seulement une violation des accords de Minsk. Mais comme c'est l'armée ukrainienne, Paris-Berlin, pas vu, pas pris, quoi. Tu vois, ils ferment les yeux, ils ferment la gueule. Les drones chargés d'explosifs, c'est des méthodes qu'utilisent les terroristes qui sont à Idlib pour attaquer la base russe de Khmeimim, et puis les forces armées syriennes, évidemment. Et évidemment, l'utilisation du drone, comme dans le cas de la tentative d'assassinat de Maduro au Venezuela. C'est signé, ça sent la CIA, ça, derrière. De toute façon, même pas trop même méthode, comme d'habitude, c'est pas la première fois qu'on le dit. En tout cas, ça donne raison à Vladimir Poutine, qui, je rappelle, disait en novembre 2018 que les autorités de Kiev pourraient même demander à bouffer des bébés pour le petit-déj, qu'on leur servirait probablement en leur trouvant des excuses en disant qu'ils ont faim et qu'on peut rien y faire. Ce qui s'est passé le 4 juin, c'est exactement ça. Parce que je rappelle qu'en France, tu déposes une tranche de jambon sur la porte d'une mosquée, t'as une enquête. Et puis, moult déclarations indignées. D'accord ? Dans le Donbass, une mosquée se fait bombarder en pleine fête de l'Aïd, et puis l'armée ukrainienne envoie un drone chargé d'explosifs dans une autre zone où doivent avoir lieu aussi des prières et des festivités. Là, en Occident, c'est silence radio. Deux poids, deux mesures. Ouais. Non, mais quand je disais il y a 2 semaines en arrière que la France et l'Allemagne étaient les expertes incontestées de l'interprétation sélective de l'esprit et du texte des accords de Minsk, j'avais encore une fois raison. C'est flagrant. C'est absolument flagrant. Il n'y a même pas de doute là. C'est tellement... Ceux qui hurlent à l'islamophobie à tour de bras pour un oui ou pour un non, là c'est marrant. Là c'est silence total. Et puis, comme je le disais, l'escalade des tensions se poursuivant, Zelensky et son état-major ont essayé pitoyablement de faire porter à la RPD la responsabilité de l'aggravation de la situation en mode « c'est pas moi, c'est l'autre ». Après avoir été un cirque, puis un asile psychiatrique à ciel ouvert, voilà que le gouvernement ukrainien vient de régresser au stade école maternelle et bac à sable. Bienvenue à Nawakland. On croit que c'est pire. Ils ont fini de creuser, mais non, ils creusent encore. Non, ils creusent encore, ils n'ont pas touché le fond. Parce que nos auditeurs savent que j'ai déjà débunké à plusieurs reprises la propagande ukrainienne, souvent souligné aussi le côté assez pitoyable, voire pathétique des mensonges mal ficelés de Kiev. Mais là, je crois qu'on a atteint de nouveaux records quand même. Là, je pense que s'il y avait un concours international de grand n'importe quoi, je pense qu'ils seront à la première place, ou en tout cas sur le podium. Ouais. Parce que le premier délire propagandiste, il est venu justement juste après le bombardement de la mosquée. Je crois que là, ils ont senti quand même qu'il y avait un risque de petits problèmes. Entre la communauté musulmane du pays, et entre autres, comme je disais, les fameux Mejlis des Tatars de Crimée, la communauté musulmane un peu partout dans le monde, les islamistes qui se battent au sein de l'armée ukrainienne et des bataillons spéciaux, et puis un certain nombre de pays musulmans à travers le monde.
ils ont essayé de se dépatouiller de ça. Mais alors, comment dire ? Ouais, si vous avez déjà vu des gamins en train de nous sortir des excuses pitoyables, vraiment stade maternel, hein. La même. Parce que l'état-major ukrainien, là, ils sont fourvoyés dans une tentative pitoyable de se disculper en mode « ça pouvait pas être nous ». Alors pour ça, le quartier général de la fameuse opération des forces interarmées a publié sur son mur Facebook, on va montrer la petite carte totalement falsifiée de la ligne de front. Après la réécriture de l'histoire, la réécriture de la ligne de front. On redessine la ligne de front, c'est magistral. Ah bah, ils utilisent toutes les méthodes qu'ils peuvent. Hein. Déjà, la ligne de front elle-même n'a été pas bien placée. Ils ont placé leur position, donc c'est la ligne bleue que vous allez voir placée derrière le village de Pesky. En fait, elles sont placées très en arrière de là où elles se trouvent en réalité. Tout ça pourquoi ? Pour dire, vous voyez, en gros, nos positions sont trop loin, c'était pas possible pour nous de tirer sur cette mosquée. Sauf que nos auditeurs savent que j'utilise assez régulièrement les cartes de Military Maps. Et bon, je suis allé voir ce que montrer Military Maps. On va vous montrer la petite carte de Military Maps. Et vous allez voir que les positions de l'armée ukrainienne, qui sont les petites lignes bleues crantées sur la carte. Je crois savoir que Military Maps, c'est pas spécialement le site pro-russe. Hein. Ils sont basés en Russie, mais ils couvrent pas mal de zones de conflit, entre autres la Syrie, le Haut-Karabakh, etc. Ils sont généralement assez bien documentés. Ils ont des données assez fiables sur la disposition de la ligne de front. D'ailleurs, on va le voir par après, parce que j'ai regardé aussi sur d'autres systèmes de cartographie. Mais en tout cas, ce que montre Military Maps, et c'est d'ailleurs la position du front à cet endroit-là depuis des années. Hein. Les gens peuvent refouiller des archives, des articles que j'ai écrits il y a longtemps sur des bombardements, sur Oktyabrysky, etc. Vous allez voir, le front n'a pas bougé à cet endroit-là. Et vous allez voir que les positions ukrainiennes sont bien plus près de la ligne de front que ce qu'ils ont marqué sur leur machin bidouillé. Les positions ukrainiennes ne sont pas situées à l'arrière de Pesky. Elles sont situées à l'avant de Pesky. Entre Pesky et le village de Pesky et la ligne de front, qui passe juste entre Pesky et Jabounki. D'accord ? Bon. Mais on peut dire, ok, Military Maps, ils peuvent être partiaux, ok. Donc regardons une petite vue satellite. Alors j'ai choisi Yandex Maps parce que leurs cartes sont les plus récentes. Ils ont des photos de la zone de 2018, alors que Google Maps a péniblement des trucs de 2017. On va vous montrer la petite vue aérienne avec une petite zone zoomée, puis on voit clairement qu'il y a des tranchées qui se trouvent à l'extrême sud-est du village de Pesky, dans la zone qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne. C'est pas la peine, comme un trou du cul de commentateur qui se reconnaîtra, de venir me sortir qu'à cet endroit-là, on ne sait pas à qui appartiennent les positions. Hein ? Je veux dire, même sur la carte bidouillée ukrainienne, la zone en question est bien marquée comme étant dans la zone de contrôle de l'Ukraine. Elle n'est pas marquée dans la zone où c'est un peu entre les deux. Non, ça peut pas être des positions de l'RPD. Je veux dire, il faut arrêter la colle à un moment. Hein. D'accord ? Donc, on a déjà cette position-là à l'extrême sud-est. Clairement, elle est tenue par l'armée ukrainienne. Et il ne s'agit pas de tranchées datant de 2014, puisque justement, en comparant avec le Google Maps qui lui a des données de 2017, on voit que certaines des tranchées qui sont sur le Yandex Map, donc sur l'image de 2018, ne sont pas présentes sur l'image de 2017. Donc ce sont des tranchées qui sont relativement récentes. Bon. Et puis, on a eu un collègue photographe, Oleg Nikitin, qui a publié sur son mur contact une photo qui a été prise depuis Jabounki, justement, donc lui ici, un petit village situé en RPD, juste en face de Pesky. Il avait pris en photo un grand bâtiment fortifié situé juste sur la ligne de front et qui arborait fièrement un drapeau ukrainien. Donc non, ça ne peut pas être des positions de RPD. Bon, puis les fortifications du bâtiment montrent bien qu'il s'agit d'une position. Hein, c'est pas juste un vieux bâtiment abandonné. Et là encore, Yandex Map, on affichera l'image satellite, confirme ce fait puisqu'on voit des tranchées clairement visibles non loin du bâtiment. Et là encore, même en prenant la carte bidouillée ukrainienne, la zone en question est du côté ukrainien de la zone de front. Ça ne peut pas être des positions de la RPD à cet endroit-là. Ben oui. Voilà. Oh, si on fait une petite mesure de distance, on va montrer une petite carte.
Depuis ces deux positions repérées sur les images satellites, la mosquée bombardée n'est respectivement qu'à 2,9 km et 3,5 km. Quant à un mortier de 82 mm, qui est donc le type de mortier qui est utilisé, comme le Vassiliek, qui est un petit mortier soviétique, peut tirer jusqu'à 4 km. C'était bien essayé, mais vous êtes des gros nuls. Ah ben, ils sont pas très fins, ça c'est clair. Ouais. Là, je vous souhaite bonne chance pour expliquer vos mensonges et le bombardement aux Tatars de Crimée que vous prétendez défendre, aux islamistes qui se battent pour vous et aux pays musulmans avec lesquels vous essayez de faire des affaires. Je pense qu'ils vont moyennement apprécier. Ah oui, ça c'est clair. Mais cet échec ne les a pas découragés de poursuivre sur cette voie ridicule de l'excuse de bac à sable. Alors après, on est passé à c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Parce que bon, l'escalade de la situation pose quand même un petit problème de dissonance cognitive, parce qu'on a Zelensky, puis ses représentants à Minsk, je vais revenir là-dessus, qui jurent la main sur le cœur, qui veulent appliquer les accords de Minsk. Mais là, les bombardements sur les civils, ça fait une petite dissonance, ça bug là-dedans. C'est un doux euphémisme. Voilà. Alors Zelensky nous a sorti la carte magique de deuxième année de maternelle. C'est pas moi qui ai commencé. Ah, on régresse. Alors, si on résume en gros le propos de Zelensky, c'est en gros, oui, on veut appliquer le cessez-le-feu, mais notre armée répond au tir ennemi. D'accord. Alors, c'est mignon d'essayer de faire croire que vous appliquez les mêmes règles qui, elles, sont légitimes que celles qu'applique la milice populaire de la RPD et de la RPL, qui, elles, ne répondent effectivement que quand vous tirez, on trouve sur des civils. Mais petit souci, c'est que les faits prouvent que c'est pas du tout ce que fait l'armée ukrainienne. Oui. C'est-à-dire, quand vous avez bombardé une mosquée lors de l'Aïd el-Fitr, c'est en réponse à quoi? Il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas d'équipement militaire, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de position de la milice populaire près de cette mosquée. D'accord? Nous, quand on fait des tirs de réponse, on vise que les positions de l'armée ukrainienne, qui tire sur des civils, et puis nous, ça fait des victimes que parmi les soldats. Je veux dire, sauf malchance si ils ont installé leur position à côté des baraques et que voilà. Mais non, nous on ne tire pas sur des maisons civiles, non. Non. Un fait d'ailleurs qui est confirmé dans l'article qui mentionne la petite déclaration puérile de Zelensky, puisque cette déclaration, en mode oui mais on tire qu'en réponse, c'était en réaction justement à la mort de 2 soldats ukrainiens et au fait que 8 autres avaient été blessés après un tir de réponse de la RPD qui lui-même faisait suite à des tirs d'artillerie de 122 mm des forces armées ukrainiennes contre les civils de Golmovski. Je veux dire, quand votre armée elle tire sur la station de pompage de Vassilievka, sur les bus qui transportent les employés de la station d'épuration de Donetsk, c'est en réponse à quoi? Non, mais quand vous tirez sur des maisons, des infrastructures vitales, des mosquées, des civils, comme le montrent mes reportages, ceux de Patrick Lancaster, les photoreportages de la représentation de l'RPD au sein du CCCC, à chaque fois, partout où vous tirez, vous visez délibérément des zones civiles, éloignées de la ligne de front, où il n'y a ni position de la milice populaire, ni soldats, ni équipement militaire. C'est pas des tirs de réponse. Sur des tirs de réponse, tu tires sur les positions qui tirent. Tu tires pas sur des civils innocents qui n'ont rien fait. Je parle même pas du petit coup du largage de grenade qui avait blessé la petite mamie de 70 ans à Nikitovski. Elle n'avait pas tiré sur vos soldats 5 minutes avant, que je sache. J'ai de gros doutes. J'ai quand même de gros doutes. Ou dans la nuit du 6 au 7 juin, quand vous avez tiré sur Golmovski à coup d'artillerie de 122 mm sur des habitations, on montrera une petite carte. On voit clairement les positions de l'RPD en rouge au nord. Les habitations qui ont été touchées, qui sont les points rouges sur la carte, c'était pas des positions de la milice populaire de l'RPD. Puis elles étaient assez éloignées de la ligne de front pour pas pouvoir plaider l'erreur de tir. Sauf si vous confirmez que les soldats ukrainiens sont beurrés pendant leur service. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la responsabilité de l'armée ukrainienne dans tous les cas. Voilà. Le 6 juin, quand l'armée ukrainienne a tiré à 5h du matin sur les quartiers résidentiels de Yassino-Vataya, on vous montrera une autre petite carte. Donc là aussi, on voit clairement la ligne de front sur la partie gauche. On voit Yassino-Vataya à droite. Ils ont touché 5 habitations purement civiles. Et comme on peut le voir, de nouveau, les petites maisons touchées qui sont marquées avec des points rouges.
c'est pas des positions. Il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'équipement militaire à cet endroit-là. On le voit d'ailleurs sur les photos du CCCC, c'est du pur civil. Si vous voulez tenter le « c'est pas moi qui ai commencé », faut vous en prendre à ceux qui vous tirent dessus, pas au voisin qui a rien fait. Hein, ça marche pas trop. Et puis, alors là, la dernière excuse qu'ils nous ont sortie, c'est bien parce que dans le même temps, ils admettent leur crime parce que c'est magnifique. C'est la porte-parole de Zelensky, Yulia Mendel, qui a admis sur la chaîne de télévision 1+1 que les forces armées ukrainiennes tirent sur et tuent des civils dans le Donbass. Bah comme ça, si on avait besoin de preuves. Ouais. Alors elle explique ça en disant que en fait l'armée ukrainienne serait victime de provocations, soi-disant, qu'elle serait victime de cibles de tir provenant de maisons, de jardins pour enfants, de jardins d'enfants et autres lieux où vivent des civils. Et après ça, les soldats ukrainiens tirent sur cette maison ou cette infrastructure, et elle dit ainsi notre peuple, les Ukrainiens, est en train de mourir. D'accord. C'est parce qu'ils ont reçu un ballon de foot ou une baballe dans le camp ukrainien qu'ils ont décidé de riposter, c'est ça, non ? Ouais. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, votre excuse, ça tient pas la route. Non, la milice populaire de l'RPD ne tire pas depuis des hôpitaux, des écoles ou des maternelles, contrairement à l'armée ukrainienne. Est-ce que je dois vous rappeler cette charmante petite photo de 2017 de chars ukrainiens qui s'est installé au pied d'immeubles d'habitation à Avdiivka d'où ils tiraient sur Donetsk ? Là, on voit qu'un char, mais il y en avait deux. Il y en avait plusieurs, ouais. Oui, il y en avait au moins deux, oui. Il y en avait plusieurs. Tu avais des vidéos qui avaient été prises depuis des appartements, donc c'était des habitants qui avaient pris des photos et des vidéos et qui avaient publié ça sur Internet. Il y a des gens qui vivent là. Alors, je vais dire, c'est quoi l'excuse ? Parce que là, c'était pas des immeubles qui étaient au pied de la ligne de front. Je veux dire, il y a des endroits où des deux côtés, effectivement, on a des positions qui sont près de maisons. Et déjà, le plus souvent, elles sont déjà complètement détruites, donc il n'y a plus personne qui vit dedans. Mais parce que malheureusement, la configuration du front est faite de telle façon. Zaïtsevo, par exemple, le village est coupé en deux par la ligne de front. Donc forcément, les positions des deux armées sont juste à côté de maisons. Sans tenir compte du fait que l'armée ukrainienne a plusieurs fois tenté de s'emparer de la zone grise. C'est même plus que tenté, ils se sont emparés complètement de la zone grise. C'est-à-dire il y a aussi des endroits où les milices populaires ont dû se remettre vraiment tout près de la ligne de front parce que l'armée ukrainienne n'avait pas respecté le retrait des troupes de cette zone démilitarisée. En 2016, l'armée ukrainienne a complètement grignoté petit à petit la zone grise, obligeant les milices populaires de l'RPD et de l'RPL de se recoller de nouveau complètement contre la ligne de front. Or, malheureusement, il y a plusieurs localités qui sont juste à côté. C'est le cas de Kominternovo. Donc, là, l'OSCE nous a pondu une vidéo où ils sont là en train de se plaindre qu'il y a des positions près du maison du village de Kominternovo. Oui, alors déjà, elles sont vraiment à l'extrémité. C'est-à-dire que le village s'étire comme ça d'ouest en est. Les positions sont vraiment à l'extrême ouest. C'est vraiment juste sur la ligne de front, quoi. Après, au-delà, c'est la zone ukrainienne, quoi. Je veux dire, bon. Et les maisons qui sont dans le dos des positions, vous regardez sur Google Maps, le toit est complètement défoncé. Il n'y a plus personne qui vit là depuis fort longtemps. Je veux dire, cette rue-là, elle est déjà... c'est une rue qui est vraiment en plein dans l'axe de l'armée ukrainienne. Elle a été tellement bombardée depuis le début de la guerre qu'il n'y a plus personne qui vit dans cette portion-là de la rue depuis fort longtemps. Donc on a des endroits qui sont caractérisés comme ça. Mais comme vous le voyez dans ce que moi je vous montre, je vous parle d'habitations qui sont loin de la ligne de front. Où il n'y a pas de position, où il n'y a pas de... Je veux dire, comme les civils que j'avais interviewés, là, qui s'étaient pris le tir de lance, de missile anti-char, là. Je veux dire, le monsieur et la dame nous ont dit, mais on n'a pas de soldats ici. Il n'y a pas d'équipement militaire. Il n'y a pas de position de tir à côté de notre baraque. Donc ça tient pas la route, votre machin. C'est de l'inversion accusatoire, parce que je rappelle qu'en mars 2017, le président de l'administration régionale militaire et civile de Donetsk, donc de la zone occupée par l'Ukraine, avait quand même admis qu'ils n'avaient pas évacué la population civile d'Avdiivka lors de l'escalade de début 2017, parce que sinon les soldats ukrainiens stationnés dans la zone industrielle auraient été exposés et la zone industrielle capturée par les mercenaires russes. En clair, il annonçait publiquement que l'armée de l'RPD ne tire pas sur les civils,
Ah oui. Si on tire pas sur les civils de l'autre côté, c'est pas pour utiliser nos familles comme bouclier humain. Hein, non, c'est à un moment, c'est dissonance cognitive. Hein, ça marche dans les deux sens. Si on tire pas sur les civils en face, on n'utilise pas ceux qui sont derrière nous comme bouclier humain. Non. Surtout que les gars qui servent ici, dans leur très grande majorité, plus de 95%, c'est des locaux. D'accord ? Les gens qui sont derrière eux, derrière leur position, c'est les familles. C'est leur famille, d'accord ? C'est leur femme, c'est leur gosse, leur mari, c'est leur mère, leur père, leur grand-mère, leur grand-père, leurs cousins, leurs frères et sœurs. Non, les gens ici n'utilisent pas leur famille comme bouclier humain. Non, mais... Alors que l'armée ukrainienne, elle connaît pas les gens... Un mec qui vient de Lvov ou de Kiev, oui. S'en fout. C'est pas ses proches, tu vois ce que je veux dire. Oui, surtout s'il a les bras tendus et qu'il déteste les russophones. Hein. Voilà, donc je veux dire, quand il dit clairement que quand les civils sont là, l'armée de l'RPD ne tire pas, ça confirme ce que je disais depuis très longtemps, à savoir que l'armée de l'RPD ne vise jamais délibérément les civils. Nous, quand on voit que quand on va tirer, ça va tomber dans la cour d'une école, on va pas répondre. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils installaient leurs chars au pied des immeubles d'habitation, hein, et qu'ils disaient la population qui prétend venir libérer comme bouclier humain pour se protéger des tirs de réponse. Voilà, ce qui pourrait bien d'ailleurs qu'ils en ont rien à foutre de la population civile. Et en plus, le mec l'annonçait très cyniquement à la télé. Et je rappelle encore récemment, on en parlait la semaine dernière, que le régiment Azov a saisi une maternelle pour en faire son QG à Mariupol. Mariupol, c'est pas sur la ligne de front. C'est quoi la justification ? Ouais, je la cherche encore. Alors pendant ce temps-là, on a eu le 5 juin la première réunion des groupes de contact à Minsk, la première réunion depuis l'investiture de Zelensky. Il a nommé comme négociateur en chef, renommé en fait, l'ancien président ukrainien Leonid Kuchma. Ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est un petit peu tout le monde dubitatif. Quand je vois l'escalade qui se poursuit, je confirme que les doutes étaient plus que justifiés. Parce qu'il nous a fait des belles déclarations volontaristes après sa nomination, en disant « j'ai l'habitude de prendre des décisions, de les mettre en œuvre et d'en être responsable ». La rencontre d'aujourd'hui avec le président ukrainien montre que j'ai l'occasion d'apporter ma contribution et dit « si nous prenons des décisions sur place, elles doivent être mises en œuvre en Ukraine pour que nous ne soyons pas seulement présents à Minsk ». Côté Donbass, on est assez pessimiste quand même. Y compris Natalia Nikonorova, ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui avait exprimé l'opinion qu'il ne fallait pas s'attendre à un changement dans la position de Kiev à Minsk. Un point de vue partagé par le président du comité de politique étrangère du Conseil populaire de la RPD, Vladislav Berdichevski, qui avait dit que, vu que Kuchma avait dit que le Donbass n'aurait pas de statut spécial, or c'est prévu dans les accords de Minsk. Il dit que vu le contenu des déclarations de Kuchma, il a dit « Je peux vous assurer que l'efficacité des pourparlers de Minsk sera nulle ». Bon, on peut le voir effectivement, parce que l'escalade se poursuit malgré la réunion qu'il y a eu le 5 juin. Pourtant, pendant la réunion, Natalia Nikonorova a dit que les représentants ukrainiens ont manifesté le désir d'entamer une coopération constructive. Enfin bon, elle a exprimé l'espoir que les déclarations positives soient enfin transformées en quelque chose de concret. Ils ont quand même réussi à discuter à propos de la question sécuritaire, des mesures additionnelles. Bon, à mon avis, ça terminera dans l'impasse, parce que les mesures pour contrôler le cessez-le-feu, je veux dire, quand on voit la situation actuellement, je vois pas bien où est la volonté réellement d'appliquer le cessez-le-feu. C'est même pas un cessez-le-feu, là, c'est une augmentation des bombardements. Alors, la RPD, elle a insisté sur la nécessité d'adopter ces mesures additionnelles, qui sont basées, je vous rappelle, sur les recommandations de l'OSCE. Faute de quoi, ça ne changera pas côté ukrainien. On va avoir une occasion magnifique de vérifier s'ils veulent vraiment mettre tout ça en œuvre. Parce que demain, normalement, ils doivent... donc, il y a une des mesures où ils sont réussis à se mettre d'accord. C'est le retrait des forces et des équipements militaires sur un premier point, qui est celui de Stanitsa Luganskaya, donc en RPL. Donc ils ont fixé la date au 10 juin. Donc ils avaient aujourd'hui, ils devaient envoyer une notification correspondante à l'OSCE pour dire que donc demain, elles sont prêtes à retirer leurs forces et leurs équipements au niveau donc de Stanitsa Luganskaya, qui est le premier site pilote. La RPL, j'ai vu, a donné la notification, ils ont dit qu'ils étaient prêts. Donc on va voir demain. Est-ce que le retrait des troupes va avoir lieu ou est-ce que ça va être saboté une fois de plus par l'Ukraine ?
Ça sera, je pense, très, très révélateur. Bon, par contre, dans ce groupe de contact dédié aux questions politiques, ils ont refusé de discuter de l'agenda, des points prévus à l'ordre du jour, bonne vieille méthode de sabotage de l'époque Poroshenko. Donc je dis, on va voir si les promesses vont être tenues. Parce que je dis, Stanislas Luganskaya, ça fait des années, hein, ça fait plus de 2 ans, même 3 ans, même qu'ils doivent retirer leurs troupes auprès de Stanislas Luganskaya, qu'à chaque fois, c'est jamais tenu. Donc, la crainte, quand même, et de ce qu'on voit de la situation, d'évolution de la situation qui s'améliore toujours pas, c'est que Zelensky, il fait qu'appliquer les décisions prises à l'étranger, et entre autres à Washington. Et puis chez Kolomoïski aussi. Parce que faut savoir que les principaux postes dans son administration sont occupés par des hommes d'affaires affiliés à Igor Kolomoïski. Pas très bon signe. Et puis le côté Washington, ça a été confirmé même par Kuchma quand il a été nommé, puisque Zelensky a déclaré qu'il avait rencontré ses partenaires américains et européens pour discuter de la question du cessez-le-feu, du format Normandie et de la manière de débloquer le processus de Minsk. Il nous a sorti aussi sur une histoire de nouvelles solutions pour le Donbass. Ils ont des propositions précises et de nouvelles solutions pour le Donbass. Donc en clair, avant de nommer Kuchma, Zelensky allait chercher ses ordres à Washington et Bruxelles. Et puis la rhétorique de la nouvelle solution pour le Donbass, ça sent carrément le réchauffer, ça ressemble à du Poroshenko bis, puisque je rappelle que Poroshenko s'amusait sans arrêt à proposer de changer de format de négociation, de revoir les accords de Minsk au lieu d'appliquer ce qu'il a signé. En plus, Zelensky a confirmé la volonté de Kiev d'intégrer pleinement l'OTAN et l'UE alors que le Donbass est contre. Ce qui va poser là aussi un petit problème. Lui aussi s'est dit contre un statut spécial pour le Donbass alors que c'est prévu dans les accords de Minsk. Et qu'en plus, lors de la rencontre qu'il a eu avec Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, Zelensky s'est dit prêt à discuter avec la Russie concernant la mise en œuvre des accords de Minsk. Mais sauf que c'est pas que la Russie que tu dois en discuter, c'est avec les RPD et la RPL. C'est eux les autres parties prenantes de ces accords. Je veux dire, le fait de ne pas vouloir discuter directement avec les deux républiques, c'est quand même un mauvais signal. Hein. Ça n'incite pas l'optimisme concernant la réalisation concrète des belles promesses des représentants ukrainiens à Minsk. Donc on va voir ce que va donner le retrait à Stanislas Luganskaya. S'il échoue une fois de plus, ça montrera bien que c'est que du vent. Voilà. Mais en tout cas, moi je suis pas très optimiste. Je pense que ça va foirer. Ou alors que s'il se retire, ils vont se rapprocher 3 jours après, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, je pense que... Non, ils vont même pas se retirer, rien du tout. La mascarade est tellement grotesque et grossière que... Non, il y a eu de nouveau des blessés là, durant les dernières 48 heures parmi les civils. C'est pas un bon signal. Quand je vois une escalade comme ça à la veille d'un désengagement à l'autre bout de la ligne de front, je suis pas optimiste du tout. En plus, comme je disais, après que nous on soit partis de Saranka, quelques heures après, l'armée ukrainienne a bombardé un peu plus au nord, donc vers Leninskoye, et un peu plus au sud, donc à l'endroit de la route entre Saranka et Biezimenoye, à l'artillerie de 122 là aussi. Moi, quand je vois ça à la veille du désengagement des forces prévues à Stanislas Luganskaya à l'autre bout de la ligne de front, moi je suis pas optimiste du tout là. Je vous dis, soit le truc va avoir lieu et ça va pas tenir une semaine, soit ça va pas avoir lieu du tout. Je pense que c'est la deuxième solution, parce que je crois qu'ils sont arrivés à un tel niveau de cynisme, de machiavélisme. C'est diabolique, hein, c'est purement diabolique. Là, je vous dis, quand vous voyez le score en termes d'habitation détruite, puis je vous dis, une mosquée, un drone avec des explosifs le jour de l'Aïd, je veux dire, là on touche le fond, c'est pas possible. Je veux dire, et en plus d'essayer de... Alors, ils ont essayé de... Je dis, c'est justification par étapes, en mode... ah ben non, on pouvait pas. Hein, puis après, c'était... ah ben en fait, nous, c'est juste des tirs de réponse. Et puis après, ah ben oui, ça touche des civils, mais c'est parce que ils se cachent parmi les civils. Non, un milice populaire s'installe pas dans les cours de maternelle, dans les écoles, ou dans les cours d'hôpitaux. Ça, par contre, vous le faites. Et vous vous êtes fait choper à plusieurs reprises, y compris là par l'OSCE, à foutre des systèmes Streladis à moins de 50 mètres de baraque. Et à moins de 80 mètres d'une école. Bon, au-delà de la zone de retrait pour l'école, mais enfin, quand même, ça n'a rien à foutre à moins de 80 mètres d'une école. C'est clair. Je veux dire, c'est du délire. Donc, je veux dire, à un moment, il faut arrêter les bêtises, les excuses foireuses.
Mais c'est bien parce qu'en essayant de vous disculper, vous admettez que vous tuez des civils. C'est bien quand même. Hein. Ouais, Je trouve ça assez magistral. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Comme je dis, que à certains endroits du front, effectivement, les positions des deux côtés sont près de certaines maisons, comme à Kominternovo, comme à Zaitsevo, tout simplement parce que Zaitsevo, par exemple, je dis, la ligne de front passe au milieu du village. Promka, c'est pareil. La ligne de front passe au milieu de la zone industrielle. Forcément, là, tu as des positions, il y a presque plus personne qui vit là. Mais en grande partie, cette situation, elle est due à quoi? Elle est due, je le rappelle, d'abord à la violation par Kiev d'une des dispositions des accords de Minsk II, à savoir la démilitarisation de la zone grise. Vous avez grignoté la zone grise en 2016. Forcément, les RPD et les RPL se sont elles-mêmes aussi rapprochés de la ligne de front pour vous empêcher d'avancer plus avant, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les accords de Minsk, c'est pas une autorisation de nous envahir. Bon, malheureusement, il y a des endroits où tu mets les positions où tu peux. Je veux dire, c'est assez compliqué de mettre des positions en plein champ, hein, parce que pour y accéder, c'est très dangereux, t'es à découvert, c'est un coup à te faire tirer par un sniper, quoi, tu vois, je veux dire, et ça, ils les utilisent beaucoup en face. Donc, malheureusement, la disposition de la ligne de front fait que, et ça, je regrette que l'OSCE n'ait pas un peu remis en perspective tout ça, parce que forcément, ça les obligera à admettre aussi qu'ils ont merdé, parce qu'en 2016, je rappelle, Alexander Hoog n'avait rien trouvé à redire au fait que l'armée ukrainienne avance dans la zone grise. Alors qu'il avait promis, quand Minsk II a été signé, que l'OSCE ferait respecter la démilitarisation de la zone grise. Bon, donc vous n'avez pas joué votre job, fermez votre gueule maintenant sur le fait que, de notre côté, on est obligé d'avoir des positions qui sont parfois proches des villages, parce que tout simplement, on ne peut pas reculer plus, parce que la ligne de front, entre la ligne de front et le village, il y a 100 mètres. Donc, je veux dire, à un moment, on ne va pas laisser un boulevard à l'armée ukrainienne pour aller envahir le village en question. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut réfléchir. Je veux dire, à l'OSCE, ça serait peut-être bien quand même que vous rebranchez les cerveaux et qu'à un moment, vous remettez en question. Je veux dire, la situation actuelle, elle est de votre faute. Vous auriez fait votre job et vous auriez dénoncé fortement l'invasion de la zone grise par l'armée ukrainienne, ça n'arriverait pas. Et la situation ne serait pas aussi merdique qu'elle est aujourd'hui. Donc, à un moment, il faudra assumer vos conneries. En tout cas, donc, je recommande à nos auditeurs vraiment de suivre les informations régulièrement. Petite information, donc aussi pour ça que j'étais pas mal en déplacement et que j'ai pas pu faire autant de reportages sur ce qui se passait que je l'aurais voulu, mais parce qu'on a avancé sur le dossier Olia. On a trouvé un appartement qui est plutôt bien. On va pouvoir avancer et terminer le projet, ça y est. On a trouvé un appartement, donc maintenant on va se lancer dans la procédure administrative, hein, donc avec un notaire et tout. Donc merci à tous les donateurs qui ont permis de réaliser ce projet. Et puis je vous promets, on fera une petite vidéo. J'ai déjà des photos de l'appartement qui est vraiment pas mal, hein. Il est vraiment bien. C'est un appartement qui est bien pour un prix acceptable. Donc voilà, ça c'est un projet qui avance, c'est un truc positif de la semaine. Mais donc voilà, suivez vraiment l'actualité parce que je pense que ça risque de pas mal swinguer la semaine qui vient. Je pense que ça va être de pire en pire. Je vois pas pour l'instant de désescalade à l'horizon. Donc voilà, tenez-vous informés vraiment de très très près. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain SITREP. Merci Christelle. Au prochain SITREP, donc samedi prochain. Et en attendant, bonne soirée et prudence. Au revoir.